Bonjour à tous. Aujourd'hui, après avoir vu l'électrostatique et la magnétostatique, nous allons étudier les liens entre champ électrique et champ magnétique, donc en fait l'électromagnétisme. Donc ces liens vont être explicités grâce aux équations de Maxwell, dont on peut dire que ce sont des équations fondamentales de l'électromagnétisme, qui ont été découvertes au cours du XIXe siècle par James Clerk Maxwell, qu'on considère du coup comme le fondateur de l'électromagnétisme. Alors, ces équations vont être des équations locales, c'est-à-dire qu'effectivement, on va pouvoir relier des dérivées spatiales et des dérivées temporelles des champs électromagnétiques grâce à ces équations. Alors, pour commencer à les poser, voyons quelles équations locales on va pouvoir obtenir lorsque on est sur des champs statiques, c'est-à-dire indépendants du temps. Donc pour des champs statiques indépendants du temps, en fait, on a déjà quasiment tous les éléments. En effet, en électrostatique, nous avons le théorème de Gauss, que nous pouvons écrire comme le flux de E à travers une surface fermée est égal à l'intégrale de ρ sur epsilon 0 à l'intérieur du volume, puisque l'intégrale de ρ dv nous donne bien sûr la charge intérieure. On peut ensuite utiliser le théorème de Green-Ostrowski pour relier du coup la divergence de E à ρ sur epsilon 0 et donc obtenir une équation locale qui est divergence de E est égale à ρ sur epsilon 0. Cette équation locale étant en fait équivalente au théorème de Gauss. On peut avoir quelque chose de similaire pour le champ magnétique, puisqu'on a vu que le flux du champ magnétique à travers une surface fermée était nul. Donc ceci, via exactement les mêmes étapes, va nous donner une divergence nulle pour le champ magnétique. Voyons maintenant comment est-ce qu'on pourrait adapter le théorème d'Ampère. Donc le théorème d'Ampère, il s'écrit la circulation de B est égale au flux de mu0j à travers la surface correspondante. Donc, ce qu'on aimerait, c'est arriver à trouver une équation locale qui serait équivalente à ce théorème d'Ampère. Donc, on va essayer de faire ce calcul d'une manière assez générale. Donc, on va considérer de façon générale une circulation de B qui serait égale au flux d'un vecteur K, et on va se demander quelle va être la relation locale entre B et K. Donc, pour cela, exactement comme on avait fait pour passer du flux à la divergence, on va s'intéresser à ce qui se passe lorsqu'on a un contour élémentaire. Donc ce contour élémentaire, donc on va prendre un contour qui est dans le plan XY, donc qui a une taille dx, dy, et qui s'étend autour d'un point M qui est au centre de ce contour. Donc le vecteur ds associé, il sera bien sûr selon EZ, étant donné le sens qu'on a choisi pour la circulation dans ce contour. Donc on va avoir le flux de K qui va simplement s'écrire Kz fois dx dy, puisque le vecteur ds a comme norme dx dy, et effectivement il est selon EZ, donc on prend uniquement la composante Kz du vecteur K. Et le vecteur K est évidemment calculé au point M, donc de coordonnées x, y, z. Un peu plus difficile, maintenant intéressons-nous au calcul de la circulation. Donc on va découper la circulation en 4 morceaux. Donc le premier, là que j'ai dessiné en rouge sur le schéma, va nous donner un terme Bx, puisque le vecteur dl est selon Ex, calculé au point central de ce segment qui est de coordonnées x, y moins dy sur 2, puisqu'il y a une distance
dy sur 2 entre le point M, qui est le centre de ce carré, et le centre de ce côté, et z. Et on a une longueur dx. Donc de la même façon, on va pouvoir calculer la circulation sur ce segment suivant, qui est indiqué en bleu. Donc cette fois-ci, le segment est orienté selon EY, donc on va trouver la composante selon Y du vecteur B, et le centre de ce segment étant x plus dx sur 2. Et la longueur va nous donner un dy. Troisième élément, c'est assez semblable au premier, sauf que là, ici, on le parcourt dans le sens des x négatifs. Et le centre de ce segment étant y plus dy sur 2. Donc notez bien que là, ici, ce bx compte négativement. Quant au quatrième segment de ce carré, ici, il va nous donner un moins by, puisque on est selon moins ey, et le champ va être calculé en x moins dx sur 2, y et z. Donc quand on regarde ça, on voit que en fait, si on regroupe les deux termes en rouge d'un côté et les deux termes en bleu de l'autre côté, on va pouvoir retrouver des dérivées partielles, puisque effectivement ici on voit apparaître la variation de bx entre y moins dy sur 2 et y plus dy sur 2. Et donc ce qui nous donne effectivement une dérivée partielle fois dy, avec un signe moins, puisque effectivement c'est la dérivée partielle va nous donner le bx de y plus dy sur 2 z moins le bx de y moins dy sur 2 z. Et donc du coup, on a besoin du signe moins. Et on va avoir par contre un signe plus pour les composantes selon by qui elles vont être dérivées par rapport à x. Ok, donc du coup, ça va nous permettre de conclure, puisque si on a l'égalité entre la circulation de B et le flux de K, on peut conclure que Kz devra être égal à la dérivée de By par rapport à x, moins la dérivée de Bx par rapport à y. Donc là, vous me direz, on a juste la composante de K selon Z. Donc du coup, si on veut la composante de K selon X ou selon Y, il faudrait prendre une surface qui est orientée selon X ou orientée selon Y. Alors en fait, on ne va pas avoir besoin de se fatiguer beaucoup à faire le calcul, puisque pour refaire le raisonnement à l'identique, il suffit en fait de faire une permutation circulaire de X, Y et Z. Si on remplace Z par X, alors il faut aussi remplacer X par Y et Y par Z, ce qui donne l'expression suivante. Et de même, si on remplace Z par Y, ça veut dire qu'il faut remplacer Y par X et X par Z. Et donc du coup, on obtient l'expression suivante. Donc là, quand on regarde bien cette expression pour K, on voit qu'à chaque fois, on va avoir deux termes qui correspondent aux dérivées d'une composante du champ B orthogonale à la composante de K qu'on cherche, par rapport à une direction orthogonale à la fois à la composante du champ B et à la composante de K qu'on cherche. Donc, ce genre de forme, ça nous rappelle quand même beaucoup un produit vectoriel. Et de fait, on va pouvoir l'écrire comme un produit vectoriel à l'aide du vecteur nabla, que vous avez déjà rencontré sur le gradient et sur la divergence. Donc là, vous pouvez vérifier qu'effectivement, si on écrit nabla vectoriel B, on va bien obtenir les trois termes qui sont au-dessus. Par exemple, pour le terme Kz, le produit vectoriel va impliquer les termes en x et en y, et on voit bien que c'est bien dans le bon sens, c'est des ronds by sur des ronds x, moins des ronds bz sur des ronds y. Alors, ça marche très bien quand on est en coordonnées cartésiennes, mais n'essayez pas de l'adapter à des coordonnées autres cartésiennes tout seul. Parce que dans des coordonnées autres que cartésiennes, votre nabla il va aussi dériver les vecteurs unitaires qui sont dans le B
Et donc ça va donner des expressions beaucoup plus compliquées qu'on vous donnera si vous en avez besoin. Donc n'essayez pas de les réinventer. Donc, on va pouvoir, à partir de ça, exprimer un nouvel opérateur qui est l'opérateur rotationnel qui est défini par justement nabla vectoriel B. Et on peut réécrire l'équation qu'on avait au tout début comme l'intégrale de B scalaire dl est égale à l'intégrale de rod de B scalaire ds. Alors là, on l'a démontré dans le cas d'un contour élémentaire. Mais en fait, ces contours élémentaires, on peut, comme on veut, les accoler pour former une surface aussi grande qu'on veut. Et donc, en fait, ce théorème de Stokes, il va s'appliquer non seulement à un contour élémentaire, mais aussi à, en fait, n'importe quel contour. Donc, attention à bien comprendre ce théorème de Stokes. L'intégrale à gauche, c'est l'intégrale sur un contour fermé. Donc, ça veut dire qu'on revient à son point de départ. Et l'intégrale de droite, c'est une intégrale sur la surface correspondant à ce contour. Donc c'est valable pour toute surface qui s'appuie sur ce contour. C'est exactement la même situation que pour le théorème d'Ampère. D'ailleurs, les deux sont en fait assez liés. Donc, dernière remarque, là on l'a écrit pour B, mais en fait c'est valable pour n'importe quel vecteur. Ce B n'est pas forcément le champ magnétique, ça peut être absolument tout vecteur. Donc c'est un théorème qui est absolument général, à l'instar du théorème de Green-Ostrogradski. Donc, à partir de ce théorème de Stokes, on va pouvoir obtenir les équations de Maxwell correspondant au théorème d'Ampère. En effet, là on a la circulation de B, qui est égal au flux du rotationnel de B. Et donc du coup, comme on a le théorème d'Ampère qui nous dit que la circulation de B est égale au flux de mu0j, on en conclut que le rotationnel de B est égal à mu0j. Donc ça est l'équation de Maxwell-Ampère statique. La retenez pas trop vite parce que vous allez voir qu'il y a des termes supplémentaires qui vont apparaître lorsqu'on ne considère plus quelque chose de statique. Et pour E, en fait, pour E, on va avoir une circulation qui va toujours être nulle. Donc ça, on l'avait vu lors du cours sur électrostatique. Puisque, effectivement, la circulation de E en statique correspond à la différence de potentiel entre un point A et puis le point A qu'on retrouve au bout d'un tour. Donc, du coup, c'est nul. Et donc, le rotationnel de E, par conséquent, est également nul. Alors, une toute petite remarque avant de continuer sur le sens physique du rotationnel. Donc, le rotationnel, en fait, va vous dire, en gros, comment est-ce que le champ va tourner autour d'un certain point. Donc, plus le rotationnel va être grand, plus le champ va avoir tendance à s'enrouler autour d'un point. Et la direction du rotationnel vous donne par la règle de la main droite le sens dans lequel le champ va s'enrouler. Donc, maintenant, passons aux équations dynamiques. Donc là, ici, dans cette partie-là, on ne va plus du tout considérer des champs statiques. Et c'est là qu'on va voir apparaître le couplage entre le champ électrique et le champ magnétique. C'est lorsqu'on va considérer des champs électriques et magnétiques dépendants du temps. Donc ces équations de Maxwell vont être les fondements de l'électromagnétisme moderne. Alors, commençons par regarder les équations pour E. Alors, l'équation de Maxwell-Gauss est complètement inchangée par rapport à sa forme statique. Cette divergence de E est égale à ρ sur epsilon 0. Donc, la deuxième équation, l'équation de Maxwell-Faraday, s'écrit maintenant ρ de E est égal à moins d rond B sur d rond T, au lieu de 0 en statique.
On va voir un peu plus tard à quoi correspond ce terme moins d rond B sur d rond T. L'équation de Maxwell flux est également inchangée. C'est toujours divergence de B est égale à 0. Quant à l'équation de Maxwell ampère, là, elle aussi, va voir se rajouter un nouveau terme, le terme epsilon 0 d rond E sur d rond T, qu'on appelle courant de déplacement. Donc ces 4 équations sont à connaître absolument par cœur, puisque c'est vraiment les équations fondamentales de l'électromagnétisme. On pourrait même parler de postulat de l'électromagnétisme. En fait, on peut tout déduire de ça. C'est des équations qui sont linéaires, donc ce qui montre que l'électromagnétisme est une théorie linéaire. En particulier, on peut utiliser le théorème de superposition, ce que vous saviez déjà. Alors, pour comprendre un petit peu les conséquences de ces équations, on va essayer de voir quelle est la forme intégrale qui correspond à ces équations. Alors, il y a déjà plusieurs formes pour lesquelles vous savez déjà. Le théorème de Gauss, il reste valable, même en régime variable. Puisque, effectivement, le passage du théorème de Gauss à l'équation de Maxwell-Gauss que vous avez fait en statique, il peut parfaitement être inversé. Et donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Pareil pour le flux de B. Cette démonstration, elle ne change pas. Là où ça va devenir un peu plus intéressant, c'est lorsqu'on va considérer les équations associées à des rotationnels. Maxwell-Faraday, pour commencer. Donc, lorsqu'on va calculer le flux de cette équation de Maxwell-Faraday, on va obtenir la circulation de E, puisque le flux de rod de E est égal à la circulation de E, qui va donc valoir moins d sur dt du flux de B. Alors pour ceux qui se demanderaient pourquoi est-ce que je suis passé d'une dérivée partielle là-haut à une dérivée droite ici, c'est parce que, étant donné que là j'ai considéré une surface donnée, ce flux ne dépend plus que du temps, puisque j'ai fixé en fait tous les paramètres d'espace. Alors que dans l'équation juste au-dessus, on avait une dérivée partielle, puisque B dépend a priori du temps et des 3 paramètres d'espace. Donc, fermons cette parenthèse. Cette circulation de E va donc être égale à moins la dérivée du flux de B par rapport à T. Donc ça nous rappelle quand même fortement quelque chose, normalement. Ça nous rappelle la loi de Faraday sur l'induction. Peut-être pas complètement un hasard si cette équation s'appelle Maxwell-Faraday. La loi de Faraday, E est égal à moins dφ sur dt. Alors, pour comprendre explicitement le lien, ce n'est pas si trivial que ça en a l'air. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on va faire une équivalence entre une situation qui est une situation fondamentalement dynamique, où en fait le potentiel n'est pas défini, puisque le potentiel n'est défini que en statique, avec une situation quasi statique, où on aurait effectivement une différence de potentiel petit e entre deux points. En fait, pour être parfaitement explicite, ce qu'on veut, c'est que entre la situation du haut, qui est la situation réelle, et la situation du bas, qui est la situation modélisée, on ait exactement le même champ électrique partout. Sauf évidemment entre A et A', qu'on a artificiellement séparés. A et A', c'est en fait le même point dans la modélisation du haut. Donc, dans la modélisation du bas, donc il serait une modélisation statique où le potentiel serait défini. Le petit e serait V de A moins V de A', par définition d'une tension.
Et donc, ce V de A moins V de A', il peut être calculé en faisant l'intégrale de A' à A de moins E scalaire DOM. Et donc, c'est exactement l'intégrale de A à A', de E scalaire DOM. Et si on veut que le champ E soit exactement le même que dans la situation du haut, c'est l'intégrale sur tout le tour. Et donc, c'est moins dφ sur dt. Donc, en fait, c'est ça qui permet de montrer que cette force électromotrice, E, est égale à moins dφ sur dt et que donc, effectivement, on a une équivalence entre cette situation électrodynamique, où le potentiel n'est pas défini, et une situation électrocinétique où on peut définir le potentiel, et on a en plus un générateur qui fournirait une tension E égale à moins dφ sur dt. Et donc après, du coup, on peut faire tous les calculs associés à l'induction que vous connaissez déjà. Une petite remarque au passage, c'est que ce raisonnement justifie la loi de Faraday dans le cas d'une induction dite de Neumann, où le circuit est fixe. Ça ne la justifie pas dans le cas de l'induction dite de Lorentz, où le circuit est mobile. Dans ce cas-là, en fait, la force électromotrice ne va pas être due à la composante électrique de la force de Lorentz, elle va être due à sa composante magnétique. On va pouvoir montrer que dans ce cas-là aussi, on a bien E égale moins dφ sur dt, mais la démonstration est un petit peu plus compliquée et hors programme, donc je ne vais pas vous la détailler là maintenant. Donc, maintenant, regardons d'un peu plus près l'équation de Maxwell-Ampère. Donc, lorsqu'on calcule le flux de cette équation, le flux de rod de B devient évidemment une circulation. Et on va se retrouver avec deux termes. Donc notre premier terme qui va être le terme habituel, donc mu0 IE, et notre deuxième terme, dont on ne sait pas trop ce qu'il fait là pour l'instant. Alors en fait, ce deuxième terme est absolument indispensable pour que cette équation ait un sens en régime dynamique. En effet, le flux peut être calculé a priori à travers n'importe quelle surface qui s'appuie sur le contour qui permettant de calculer l'intégrale de B scalaire dl. Donc là ici, je vais représenter une surface S1, mais on pourrait aussi le calculer sur une surface S2. Le problème, c'est que autant en statique, l'intensité traversant la surface S1 et l'intensité qui traverse la surface S2 sont identiques, ça ne sera plus le cas en dynamique. Puisque, a priori, on peut avoir une accumulation de charge entre ces deux surfaces, ce qui fait que l'intensité n'est plus la même à l'entrée et à la sortie. Donc, ce deuxième terme, mu0 epsilon 0, dérivé du flux de E, on va voir qu'il permet justement de résoudre ce problème. Donc, si on regarde l'égalité des flux à travers ces deux surfaces, donc ça s'écrirait effectivement l'intégrale sur S1 de J plus epsilon 0 d rond E sur d rond T est égale à la même intégrale sur S2. Ça pourrait se réécrire en considérant une intégrale sur S1 moins S2. Donc quand je dis une intégrale sur S1 moins S2, ça veut dire l'intégrale sur S1 moins l'intégrale sur S2, ou, autrement dit, l'intégrale sur S1 plus l'intégrale sur S2 en intervertissant le sens de ds2. Donc c'est-à-dire que on obtient, en faisant cette intégrale sur S1 moins S2, une intégrale sur un système fermé, et où le ds est partout dirigé vers l'extérieur. Or, quand vous regardez le deuxième terme qu'on obtient, cette intégrale sur une surface fermée de E scalaire ds,
Eh bien, ça nous rappelle bien quelque chose. Ça nous rappelle le théorème de Gauss, qui, je le rappelle, est toujours valable en régime variable. On obtient donc IS, donc puisque le premier terme correspond à l'intensité sortante, puisque notre surface est orientée vers l'extérieur, l'intégrale de phi scalaire ds est une intensité, et c'est l'intensité perdue par le système, plus un deuxième terme qui va s'écrire dq1 sur dt, puisque l'intégrale de E scalaire ds est égale à q1 sur epsilon 0. Et donc, ce qu'on obtient ici n'est autre que l'équation de conservation de la charge. C'est-à-dire que la dérivée de la charge à l'intérieur correspond à moins l'intensité sortante. Donc, en fait, ça nous justifie complètement l'ajout de ce deuxième terme, epsilon 0, d rond E sur d rond T, qui est le terme nécessaire pour que notre équation de Maxwell soit cohérente, en tout cas soit cohérente avec la conservation de la charge. On va voir plus tard qu'on peut aussi retrouver directement, à partir des équations de Maxwell, une équation locale de conservation de la charge. Alors, on va faire une petite parenthèse mathématique pour voir quelles sont les propriétés des opérateurs vectoriels qu'on a introduits, donc gradient, divergence, rotationnelle. Comment est-ce qu'on peut les combiner pour justement pouvoir combiner les équations de Maxwell entre elles. Alors, le principe général est simple, enfin simple en apparence, peut-être un peu plus compliqué dans son application, c'est que le nabla, il peut être manipulé comme un vecteur ordinaire. Avec un petit hic. C'est que il faut faire attention que le nabla doit toujours s'appliquer au même vecteur. C'est-à-dire que si vous manipulez une équation avec le nabla et que votre nabla est avant un vecteur A, après que vous avez fait votre manipulation, le nabla doit toujours se retrouver avant le même vecteur A. Un exemple ici, c'est que nabla scalaire A n'est pas égal à A scalaire nabla. Nabla scalaire A est une divergence. A scalaire nabla est un opérateur. Puisque en fait, le A scalaire nabla, on aurait simplement, par exemple, AX d rond sur d rond x, plus les mêmes termes en Y et en Z. Et donc ça, ici, ça serait quelque chose qui pourrait s'appliquer à, par exemple, un scalaire. Donc c'est pas du tout la même chose. Donc il faut bien faire attention quand on manipule le nabla à ce que le nabla, en fait, s'il est avant les vecteurs ou les scalaires, ce qui est en général le cas, à l'arrivée, il soit toujours avant les vecteurs ou les scalaires. Donc quitte à changer l'ordre de tout ce qui commute ou anticommute. Alors, premier exemple. Donc on sait que le produit vectoriel d'un vecteur avec lui-même est nul. Donc ça va être aussi le cas pour le nabla. Donc ce qui, réinterprété en termes d'opérateurs, nous donne le rotationnel d'un gradient qui est nul. En fait, cette équation est réversible. C'est-à-dire que si on a un vecteur dont le rotationnel est nul partout, on pourra toujours écrire ce vecteur comme le gradient d'un scalaire. C'est une propriété que vous utilisez déjà sans le savoir. Parce qu'en fait, c'est une propriété que vous utilisiez, par exemple, pour l'énergie potentielle ou pour le potentiel. On vous avait dit, une force est conservative si son travail ne dépend que du point de départ et du point d'arrivée, donc est indépendant du chemin suivi. Mais ça, en fait, c'est une propriété de rotationnel nul. Puisque, en fait, si vous prenez un chemin de O à M
Puis un autre chemin de M à O, ce que vous avez fait, c'est un cercle. Si votre rotationnel est nul, votre circulation sera nulle. Ce qui nous dit en fait que l'intégrale de O à M de A est indépendante du chemin suivi. Ce qui permet de définir en fait un scalaire, donc qui serait une sorte de potentiel, x, qui serait égal à l'intégrale de O à M de A scalaire DOM. Et donc du coup avec ça on a effectivement dx est égal à A scalaire DOM, et donc du coup on a bien A qui est égal au gradient de x par définition du gradient. Ok, deuxième exemple. On va avoir un nabla scalaire, nabla vectoriel A. Alors, avec un vecteur ordinaire, on sait que le nabla vectoriel A est orthogonal à nabla. Et donc, le produit scalaire donne 0. Donc, même si le nabla est un vecteur qui est un peu extraordinaire, ça va continuer à fonctionner. Et donc, réécrit en termes d'opérateur, ça nous donne divergence du rotationnel qui est nulle. Donc, là aussi, c'est quelque chose qui peut être inversé, c'est-à-dire que un vecteur de divergence nulle peut s'écrire comme le rotationnel de quelque chose, mais c'est nettement plus difficile à démontrer, donc on va le passer sous silence pour le moment. Donc, vous connaissez déjà normalement le Laplacien scalaire. C'est-à-dire qu'on peut écrire que le nabla de x est égal à divergence du gradient de x. Il me reste à introduire le Laplacien vectoriel. Donc là, ici, c'est un nabla scalaire nabla appliqué à un vecteur. Donc celui-là, on va pouvoir le rencontrer lorsqu'on fait un double produit vectoriel. Donc si on fait un double produit vectoriel, donc le rotationnel d'un rotationnel, donc on peut utiliser la formule usuelle du double produit vectoriel. Vous connaissez le A vectoriel B vectoriel C qui nous donne moins A scalaire B fois C plus A scalaire C fois B. Donc là, on va l'appliquer, mais en faisant attention à une chose, c'est que les produits entre les produits scalaires et vecteurs vont être réorganisés de façon à ce que le nabla soit toujours avant. C'est ce que vous avez dit un petit peu au début. Donc en particulier, le deuxième terme, on ne va pas l'écrire nabla scalaire A fois nabla. On va l'écrire nabla fois nabla scalaire A. Donc regardons ce que nous avons ici. Le premier terme, le nabla scalaire nabla, nous donne un Laplacien. Le deuxième terme, on a un nabla scalaire A qui nous donne une divergence. Et du coup, on a un nabla qui s'applique à un scalaire, c'est un gradient. Donc, ce deuxième terme est en fait une divergence de gradient. Et donc, on a le rotationnel d'un rotationnel qui est égal au gradient d'une divergence, moins le Laplacien vectoriel de A. Donc, alors, ce Laplacien vectoriel, ça correspond en fait à un Laplacien qui va s'appliquer à chacune des composantes. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que là, ici, si vous voulez avoir votre Laplacien vectoriel selon x, ça va être le Laplacien scalaire de AX, c'est-à-dire la dérivée seconde de AX par rapport à x, plus la dérivée seconde de x par rapport à y, plus la dérivée seconde de x par rapport à z. Donc si vous voulez écrire de la façon la plus générale possible le Laplacien de A, vous aurez 9 composantes. Puisque effectivement, là il va falloir faire la dérivée seconde de chacune des composantes de A par rapport à chacun des paramètres. Donc maintenant qu'on a déterminé ces propriétés d'opérateurs vectoriels, on va pouvoir les utiliser pour analyser des conséquences des équations de Maxwell.
Alors, la première propriété qu'on peut retrouver, c'est celle de conservation de la charge. Donc pour ça, on va partir du rotationnel de B, donc qui est la seule équation qui contient J, et on va en calculer la divergence. Donc d'après Maxwell-Ampère, on va obtenir la divergence de mu0 fois J plus epsilon 0 d1 sur d1 t. Et j'utiliserai les abréviations MA pour Maxwell-Ampère, MG pour Maxwell-Gauss, Mφ pour Maxwell-Flux et MF pour Maxwell-Faraday. Par la suite. Donc, on a par ailleurs une divergence d'un rotationnel. Et donc, si vous vous souvenez de ce qu'on vient de voir, cette divergence de rotationnel est nulle. La divergence, par ailleurs, est un opérateur linéaire, donc on peut la répartir entre J et E. On obtient donc une divergence de E. Divergence de E, ça nous dit d'utiliser Maxwell-Gauss. Et donc on obtient 0 est égal à divergence de J plus d rho sur d t. Et donc cette équation est l'équation locale de conservation de la charge. Elle est complètement équivalente à l'équation de conservation de la charge qu'on avait vue tout à l'heure de façon intégrale, qui était le fait que dq1 sur dt était égal à moins IS. Et pour passer de l'une à l'autre, il suffit d'intégrer cette équation locale sur un volume et d'utiliser le théorème de Green-Ostrowski pour transformer l'intégrale de la divergence de J en une intégrale sur la surface. Et donc une intensité. En fait, ce qu'on a fait est l'équivalent local de ce qu'on a fait tout à l'heure pour montrer la cohérence de l'équation de Maxwell-Ampère intégrale. Une deuxième conséquence des équations de Maxwell va être l'équation de d'Alembert. Alors, cette équation va être absolument cruciale dans le cours suivant, qui va être le cours sur les ondes, puisque ça va être en fait l'équation des ondes électromagnétiques. Alors, cette équation de d'Alembert, elle va être obtenue dans le vide. Dans le vide, on a ρ est nul et J qui est nul. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est d'obtenir dans le vide une équation qui porte sur la seule variable E et non plus sur B. Alors, on pourrait aussi obtenir une équation sur B de la même façon, mais on va essayer pour l'instant d'obtenir l'équation sur E. Donc pour ça, on va évidemment partir d'une équation qui concerne E et B. Donc on va partir de Maxwell-Faraday et on va en calculer le rotationnel. Pourquoi est-ce qu'on en calcule le rotationnel? Tout simplement parce que du coup, le rotationnel de B dépend de E et donc on va pouvoir relier E à E. Donc, le rotationnel du rotationnel nous donne un gradient de la divergence moins le Laplacien. On a vu tout à l'heure. Et effectivement, on va mettre le rotationnel à l'intérieur de la dérivée temporelle. On obtient donc d'un côté un div de E, de l'autre côté un rot de E. Le div de E va être nul, d'après Maxwell-Gauss, et parce que ρ est nul. Le rot de B, lui, va être égal à mu0 epsilon 0 d rond E sur d rond T, puisque J est nul. Ça, c'est en utilisant Maxwell-Ampère. On en conclut donc que le Laplacien de E est égal à mu0 epsilon 0 d rond carré E sur d rond T carré. Alors, ce terme mu0 epsilon 0 est assez intéressant. Déjà, on peut remarquer sa dimension.
Le Laplacien, c'est un truc qui est en 1 sur L carré, c'est l'inverse d'une longueur au carré. Et la dérivée seconde par rapport au temps, c'est l'inverse d'un temps au carré. Donc du coup, ce mu0 epsilon 0, sa dimension, c'est t carré L-2. Donc c'est la dimension de l'inverse d'une vitesse au carré. On va donc écrire epsilon 0 mu0 est égal à 1 sur c carré. Et donc, lorsqu'on calcule la valeur de ce c, on voit que ça vaut 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde à très peu de choses près. Autrement dit, ce c n'est autre que la vitesse de la lumière. Alors, vous, ça vous surprend peut-être pas. Parce qu'on vous répète depuis belle lurette que la lumière, c'est les ondes électromagnétiques. Mais il faut se rappeler qu'à l'époque où Maxwell a écrit ces équations, et où il en a déduit cette équation, on ignorait la nature de la lumière. Et donc, l'écriture de cette équation a permis de fortement suggérer que la lumière était en fait composée d'ondes électromagnétiques. Donc, intuition qui allait se révéler extrêmement fructueuse. Puisque, effectivement, on a pu se rendre compte que les ondes électromagnétiques n'étaient pas résumées à la lumière. La lumière correspond à des ondes électromagnétiques de longueur d'onde très courte. Mais ça a également permis d'imaginer des ondes électromagnétiques de fréquence beaucoup moins élevée, qui ont pu, quelques années plus tard, être produites et observées par Hertz. Et ça a été le point de départ de toutes les communications par ondes électromagnétiques. Donc voilà, donc là, tout ce qui est radio, télé, téléphone portable, finalement, ça a été possible grâce à ces équations de Maxwell. Alors, l'équation qu'on a obtenue va être souvent écrite sous la forme de l'équation de d'Alembert. Laplacien E moins 1 sur c carré d rond carré E sur d rond t carré est égal à 0. Donc, qui est donc une équation d'onde, comme on aura l'occasion de le montrer par la suite. Alors, quelques petites remarques. Il arrive qu'on rencontre un opérateur d'alembertien, donc qui est simplement le Laplacien moins 1 sur c carré d rond carré sur d rond t carré. Et donc l'équation d'Alembert s'écrira simplement d'alembertien de E est nul. Une deuxième remarque, c'est qu'on peut faire exactement la même chose pour B. Il suffit de calculer ρ de B. Et en l'absence de charge, en fait, les rôles de B et E sont quasiment interchangeables. Donc on va exactement, par les mêmes étapes, pouvoir en déduire l'équation d'Alembert pour B. Une dernière remarque, c'est que ça nous permet de quantifier un petit peu plus les conditions pour être en électrostatique ou en magnétostatique. Donc, en fait, pour qu'on ait les équations électrostatiques, il faudrait que le terme en 1 sur c carré, d rond carré E sur d rond t carré soit négligeable. Donc, si on a des temps caractéristiques tau et des longueurs caractéristiques L pour notre problème, le terme Laplacien de E, c'est en gros E sur L carré. Et le deuxième terme, c'est en gros E sur C tau au carré. Donc, si on veut qu'il soit négligeable, il faut simplement que le C tau soit grand devant L. Donc, ce qui revient à dire que la longueur d'onde des ondes électromagnétiques produites est très grande devant L. Et bien évidemment, on a exactement les mêmes conditions pour la magnétostatique. Donc, du coup, lorsqu'on aura des problèmes éventuellement de propagation, ce qu'on pourra dire, c'est que si on est à des longueurs qui sont suffisamment petites par rapport aux longueurs d'onde, en gros, on est dans des situations d'électrostatique et de magnétostatique qu'on n'a pas encore le couplage. Et par contre, à grande distance, on va éventuellement avoir une émission d'ondes électromagnétiques. Et donc, on va avoir ce fameux couplage.
Alors, une autre conséquence importante de ces équations, c'est la formulation locale de l'électrostatique. En effet, en électrostatique, on peut écrire, donc grâce à Maxwell-Gauss, que div de moins grade de V est égal à ρ epsilon 0. Donc ce qui peut se réécrire comme Laplacien de V plus ρ sur epsilon 0 est nul. Si on n'a pas de charge, c'est encore plus simple. On obtient ce qu'on appelle l'équation de Laplace. Laplacien de V égale 0. L'intérêt de ces équations de Laplace et de Poisson, qui portent uniquement sur le potentiel, est que dans de nombreux cas pratiques, les informations qu'on a sur le problème électrostatique ne sont pas sur les charges, comme on l'a fait quasiment depuis le début de l'année, mais sur les potentiels. Pourquoi ? Parce que, en pratique, on va travailler avec des conducteurs. Et les conducteurs vont essentiellement imposer un potentiel uniforme en électrostatique. Et donc, ce que vous aurez dans votre problème, c'est un certain nombre d'objets qui seront à un potentiel donné. Par exemple, pour un condensateur, on va avoir une armature qui a un potentiel et une armature qui a un autre potentiel. Donc, la modélisation qu'on avait eue sur ce condensateur, c'était de dire, ok, on a des charges surfaciques uniformes. Mais en réalité, c'est vrai que si le condensateur est infini. Pour un condensateur fini, la charge surfacique ne sera plus du tout uniforme, par contre le potentiel sera bien le même partout. Donc en fait, c'est ça la force d'avoir des équations qui reposent uniquement sur le potentiel. C'est que on peut exploiter les contraintes qu'on a sur le potentiel et après résoudre l'équation la plupart du temps numériquement en pratique. Donc une dernière remarque avant de passer aux aspects énergétiques est qu'on peut utiliser les mêmes équations pour la gravitation que pour l'électrostatique, tout comme on l'avait vu dans le cours sur l'électrostatique. Donc je vais le faire assez rapidement. Si on a l'analogue de Gauss, ça sera div de G est égal à moins 4pi G fois ρ, où G c'est le champ gravitationnel et ρ la masse volumique. Et le moins 4pi G est bien sûr l'analogue de 1 sur epsilon 0. On peut aussi faire l'analogue des équations de Poisson, qui nous donne Laplacien du potentiel gravitationnel moins 4πg fois le masse volumique est égal à 0. Et on peut finalement faire l'analogue de l'équation de Laplace. Dans le vide, on a le Laplacien du potentiel gravitationnel qui est nul. On va maintenant pouvoir aborder un autre aspect des conséquences des équations de Maxwell qui sont les aspects énergétiques. Donc en effet, le champ électromagnétique peut fournir de l'énergie à la matière. On l'a déjà vu. La puissance volumique qui est fournie par le champ à la matière, c'est J scalaire E. Le champ magnétique, lui, ne fournit pas d'énergie, vu que la force exercée par le champ magnétique est par construction orthogonale à la vitesse, donc de puissance nulle. Donc, si le champ peut fournir de la puissance à la matière, ça veut dire, comme ce champ a pu être produit complètement ailleurs, que ce champ doit pouvoir transporter de l'énergie pour pouvoir la fournir à la matière. Et donc ça veut dire qu'on va pouvoir essayer de chercher une équation de conservation de l'énergie appliquée au champ électromagnétique. Donc le premier élément, ça sera la puissance fournie au champ électromagnétique, qui est donc l'opposé de la puissance fournie par le champ à la matière, si on considère qu'il y a une conservation de l'énergie. Et donc, du coup, pour faire un bilan énergétique, on a notre puissance volumique. Il nous reste à trouver une énergie volumique et un vecteur densité de flux d'énergie. Donc, cette énergie volumique qu'on va noter U, on peut montrer, et donc on va pour l'instant l'admettre, qu'elle peut s'écrire 1,5 de epsilon 0 e carré plus 1 sur 2 mu 0 b carré. Donc ça, c'est une énergie volumique. Et le vecteur pi,
qui est un vecteur de courant d'énergie en fait. C'est exactement la même dimension que le vecteur JTH et le même rôle. On l'appelle vecteur de Poynting. Et donc ça, c'est un courant d'énergie électromagnétique. Donc remarquez que l'équation ici, d rho u sur d rho t plus div de pi égale à moins j scalaire e, c'est une équation qui ressemble énormément à l'équation locale de conservation de l'énergie en thermodynamique. On avait exactement le même genre d'équation, sauf qu'à la place de pi, on avait un JTH, le U c'était un UV, et de l'autre côté, on avait de façon générale PV, puissance volumique. Et donc, c'est en fait la même équation, mais appliquée, non pas à la matière, mais au champ électromagnétique. Donc, on va avoir exactement la même dimension que dans ce cas-là, c'est-à-dire que U c'est des joules par mètre cube, et pi c'est une puissance par unité de surface. On peut calculer une puissance du champ électromagnétique en intégrant le vecteur de Poynting. Et on peut, tout comme en thermodynamique, faire un bilan intégral en disant que la dérivée de l'énergie contenue dans une zone était égale à moins le flux d'énergie sortant plus la puissance générée dans cette zone. Alors, quelques exemples. Alors, premier exemple, le cas du condensateur. Donc, pour le condensateur, on ne va pas refaire tout le calcul. Vous pouvez vous rapporter à votre cours d'électrostatique pour le refaire. Donc, on a un champ électrique qui est homogène à l'intérieur du condensateur. Donc là, on va complètement négliger les effets de bord, c'est-à-dire que on va considérer que soit on est à l'intérieur du condensateur et le champ électrique qui vaut ce qui est indiqué là, soit on est à l'extérieur du condensateur et le champ électrique est nul. Donc si on veut maintenant calculer l'énergie électromagnétique contenue dans ce condensateur, donc il va simplement falloir intégrer l'énergie volumique qui vaut 1,5 de epsilon 0 E carré, puisque B est nul. Et on l'intègre dans cette zone en rouge sur le schéma, puisque le champ électrique est nul en dehors de cette zone. Donc le champ électrique dans cette zone vaut partout Q sur S epsilon 0, donc il suffit de remplacer. Et le volume, c'est simplement S fois E, donc là aussi, il suffit de remplacer. Et donc on obtient une énergie contenue dans le condensateur qui peut s'exprimer, en fait, Q carré sur 2C. Puisque on avait fait le calcul et on avait trouvé une capacité qui valait S epsilon 0 sur E. Et donc, si on remplace Q par CU, on peut retrouver l'expression encore plus usuelle, 1,5 de CU carré. Donc en fait, ça nous dit que l'énergie qui est fournie au condensateur est en fait entièrement stockée sous forme d'énergie électromagnétique. Elle n'est pas stockée dans la matière, elle n'est pas stockée sous forme d'agitation thermique. Elle est vraiment stockée sous forme d'énergie électromagnétique. Alors en fait, il faut faire attention à une chose, c'est qu'il y a deux points de vue possibles. Soit le point de vue purement électrostatique, où on dit, bon, les charges, elles ont été mises à un potentiel, et donc on calcule l'énergie potentielle. Soit le point de vue électromagnétique, on calcule l'énergie du champ électromagnétique. Ces deux points de vue étant mutuellement exclusifs. Ils donnent le même résultat, mais il ne faut surtout pas ajouter les énergies obtenues par chaque méthode. Parce qu'en fait, du coup, on calculerait deux fois la même énergie. Alors, deuxième exemple. Exemple du solénoïde long. Donc là, on prend un solénoïde de longueur H et de rayon R. On a vu précédemment
que pour un solenoïde long, on avait un champ magnétique qui valait mu0 ni uz, où n était le nombre de spires par unité de longueur. Bon, même chose, on néglige les effets de bord, soit on est dans le solénoïde, soit on est à l'extérieur. Et à l'extérieur, le champ est nul. Donc, on calcule l'énergie. On a cette fois-ci l'énergie volumique qui vaut 1 sur 2 mu0 b carré, vu que le champ électrique est nul. On remplace B. Et on remplace le volume, qui vaut du coup pi r carré fois h. Et là aussi, on va retrouver une énergie bien connue. Puisque on avait fait en magnétostatique le calcul de l'auto-inductance du solénoïde long. Et on avait obtenu justement mu0 h fois pi r carré fois petit n au carré. Et donc on retrouve une énergie qui vaut 1,5 de Li carré. Donc effectivement, l'énergie qui va être stockée dans notre solénoïde long, elle est stockée sous forme d'énergie magnétique exclusivement. Ok. Puisqu'on a étudié le condensateur et la bobine, on va pouvoir étudier ce qui se passe dans une résistance. Donc prenons un conducteur ohmique. Donc on va le prendre cylindrique, donc qui va être parcouru par un courant dans la direction Z. Et ce courant, on va considérer qu'il est créé par un champ électrique qui va être uniforme dans la direction Z. Et ce qui va nous intéresser, puisque ici notre conducteur ohmique va dissiper de l'énergie, c'est d'où vient cette énergie, par où elle entre. Je suis sûr que si je vous demande maintenant, vous me direz, bah oui, bah l'énergie, elle est amenée par le fil. Si vous pensez comme ça, vous allez peut-être avoir quelques petites surprises. Démarrons le calcul. Donc on a notre champ. On a donc le courant J qui vaut sigma E, qui est aussi selon Z. On va du coup, pour déterminer le champ B, étudier les symétries du problème. Donc on a notre plan MURUZ, qui est un plan de symétrie physique, pour le champ E et pour J. Donc B est orthogonal à ce champ. On a aussi une invariance par rotation autour de OZ, et on va considérer que notre conducteur ohmique est long, et donc on a une invariance par translation selon UZ. Donc du coup, notre champ B ne dépend que de R. On applique notre théorème d'Ampère. Donc ici, le courant de déplacement est nul, puisque le E est statique. Donc il n'y a pas de terme en D-E sur D-T. Et on peut du coup appliquer notre théorème d'Ampère. Le B est selon le θ, donc il est collinaire à dl. Le J est collinaire à ds. Tout se passe bien. L'intégrale est triviale. On a 2 pi r br est égal à mu0j fois pi r carré. Et du coup, on en conclut sur la valeur de br que B est égal à mu0 sigma E R sur 2. Donc, je vais remplacer J par sigma. Du coup, tout ça nous permet de déterminer le vectoriel pointing, qui vaut E vectoriel B sur mu0, comme on l'a vu précédemment. On remplace E par sa valeur, enfin par E en fait, et B par sa valeur, qui est déjà un peu plus compliqué. Le UZ vectoriel Uθ nous fait un moins UR, puisqu'on est dans le mauvais sens. Et donc, on obtient un vectoriel pointing qui va être dirigé vers l'intérieur de notre résistance. Donc, ce qu'on a envie de faire à partir de ça, c'est de calculer le flux du vectoriel pointing, puisque ce flux va nous donner la puissance du champ électromagnétique qui va rentrer dans la résistance. C'est exactement le même type de raisonnement que ce qu'on avait en conduction thermique avec le vecteur J, qui en fait joue exactement le même rôle que pi, en fait c'est même la même dimension, et donc le flux thermique. Sauf que là c'est un flux d'énergie électromagnétique.
Donc, on va prendre comme surface de contrôle le bord du cylindre, puisque là, on veut la puissance qui rentre dans l'intégralité de la résistance. Donc, l'intégrale est triviale. Il faut juste faire attention à prendre le champ pi pour R égale A. Et donc, ça nous donne une puissance qui vaut pi h carré sigma e carré. Alors, ce qu'on aimerait, nous, c'est montrer que cette puissance vaut RI carré, la puissance dissipée par effet Joule. C'est ça qu'on attend. Donc pour ça, il faut exprimer l'intensité. Et donc pour exprimer cette intensité, simplement, on va multiplier le courant électrique, l'intensité de courant électrique J, par la surface à travers laquelle on compte l'intensité, qui est un disque de rayon A. Et la densité de courant électrique va être liée au champ électrique par la loi d'Ohm locale. Donc ce qui nous donne I égale pi a carré sigma E. Donc si on injecte l'expression de E obtenue dans l'expression de la puissance, ça nous donne H sur pi a carré sigma I carré. Et si vous vous rappelez un petit peu de ce qu'on avait fait dans le cours d'électrostatique, H sur S sigma, c'est exactement la résistance de notre barreau. Et donc on obtient bien P égale RI carré. Donc ce résultat en soi n'est pas surprenant. Ce qui est plus surprenant, c'est que cette puissance n'arrive pas par les fils, comme on pourrait le croire intuitivement. Elle arrive complètement par les côtés. Alors, pourquoi ça? Alors déjà, ici, il faut bien se dire que ce qui est contraint de circuler dans les fils, ce n'est pas l'énergie, c'est uniquement les charges. Et ce n'est pas les charges en elles-mêmes qui vont contenir l'énergie ici, c'est bien le champ électromagnétique. Et celui-là, il est en fait partout autour des fils. Et donc, c'est pour ça que la puissance du champ électromagnétique, elle peut circuler dans tout l'espace et non seulement dans les fils. Et elle va être beaucoup plus répartie que les courants. Et donc c'est pour ça qu'en fait, la puissance, elle va circuler autour des circuits et non pas directement dans les fils. Contrairement à ce que notre première intuition pourrait nous indiquer. Donc ceci termine ce cours. Dans le prochain épisode, on s'intéressera à une conséquence majeure des équations de Maxwell, et en particulier de l'équation de D'Alembert qui en dérive, à savoir les ondes électromagnétiques. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.